Monsieur Belaïd Aban et Monsieur Youssef Girard, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Bonjour, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, Bonjour et merci à vous D'accord, pour l'invitation. merci beaucoup. Bonjour, Kamal Louad. Merci pour votre invitation et puis je salue chaleureusement tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, la première question, je l'adresse à vous, Monsieur Aban. Quel était le précurseur de ces événements du 11 décembre 1960 et comment expliquez-vous ce déferlement spontané des Algériens, hommes, femmes et enfants? En vérité, il n'y a pas qu'un seul élément précurseur. Mhm. C'est presque l'aboutissement logique d'une longue évolution, en commençant déjà par la bataille d'Alger. La bataille d'Alger qui a laminé j'allais dire les maquis urbains et même a obligé la direction du FLN à quitter le territoire algérien. Donc les réseaux FLN d'Alger se sont reconstitués de manière très timide. Puis vous savez qu'ils ont été également démantelés, y compris au niveau de la direction. Ensuite, il y a eu cette formidable victoire politique du FLN à Alger, en dépit d'une écrasante défaite militaire. Il s'est avéré déjà, après la bataille d'Alger, que l'indépendance de l'Algérie était presque une évidence historique. Donc ça, c'est un premier élément. Les Algériens ont commencé à y croire et en métropole, les Français de métropole également ont compris que c'était joué, c'était plié. Ensuite, il y a un événement majeur, c'est le changement c'est la chute de la troisième, de la quatrième République et l'avènement de la cinquième République avec l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. Et vous savez que le général de Gaulle a commencé par intensifier la lutte militaire. Mhm. C'est le plan Chad et puis l'installation de deux barrages de fils barbelés, minés, aux deux frontières est-ouest, ce qu'on appelle la ligne Maurice-Chad, aux deux frontières est et ouest. Ce que l'on peut dire donc, c'est que la résistance militaire algérienne, la résistance de l'ALN, on peut dire qu'elle était, en 1960, elle était complètement laminée. Il ne restait pas grand-chose. Et moi, j'ai le souvenir que les choses avaient complètement changé après l'opération Jumelle. La bataille d'Alger d'abord et l'opération Jumelle. Mhm. Alors, qu'est-ce qui restait? Il restait les mobilisations populaires. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs éléments précurseurs. La mobilisation populaire est presque l'aboutissement logique c'est le relais, c'est la prise de relais par la population de la lutte, la diplomatie et la population. Et il y aura d'ailleurs une suite puisque exactement dans la même logique que vont se dérouler les événements du 17 octobre 1961. Voilà, alors que ce déferlement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés à un moment où les Algériens étaient presque sûrs d'aboutir à l'indépendance et la population européenne était tétanisée à l'idée de voir finir l'Algérie française. Et Mhm. donc, c'est ce qui s'est passé. C'est une espèce d'ensauvagement des deux côtés qui va aboutir au résultat que nous savons et dont sans doute nous allons discuter tout à l'heure. D'accord. Pour vous, Monsieur Girard, d'abord, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce que Monsieur Aban vient de développer? Mais ma question pour vous, l'historien allemand Hartmut Essenhans affirme que le colonialisme français a connu, lors de ces manifestations du 11 décembre 60, un autre bien fou, mais politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, je pense qu'on peut être que d'accord avec cette affirmation. Et, euh,
et c'est là où je compléterai un peu ce qu'a dit le précédent interlocuteur, c'est que Le euh, le président interlocuteur, il s'appelle Belaïd Abane. oui, 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 Youssef Girard, je le sais. président interlocuteur s'appelle Belaïd Abane. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'on Excusez-moi. n'est que deux là. On n'est que deux. Ah non, mais Ah, excusez-moi. mais si ça vous écorche la bouche, Non, non, pas du ne tout, pas du me le tout, pas dites du tout. pas. Non, on ne Belaïd dit Abad, pas le président interlocuteur. Il excusez-moi s'appelle si Belaïd Abane. Ah, excusez-moi il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. excusez-moi si si vous avez pu penser que c'était par manque de respect. Au contraire, c'était une formule très respectueuse de mon côté. Voilà. Donc, comme l'a dit Belaïd Abad, ce que je compléterais, c'est que comment dire, le sentiment national et les mobilisations nationales à Alger, euh, faut aussi les inscrire dans le temps long. Et je pense que ça explique aussi la réussite de ces mobilisations. Ce qui explique la défaite politique, c'est de l'inscrire dans le temps long. Alger a été, euh, dans toute la première partie du XXe siècle, le théâtre de nombreuses mobilisations nationalistes, anticolonialistes. Euh, on pourrait rappeler par exemple les, les grandes manifestations du stade d'Alger quand Messali revient euh, de France en août 1936. On pourrait parler de la manifestation aussi populaire du 1er mai 1945, où là, il y a une grande manifestation qui est organisée par le PPA, où il y a des morts, hein, parce que déjà la police française réprime dans le sang ces manifestations qu'on a un peu oublié parce qu'il y a eu les manifestations du 8 mai après qui ont été beaucoup plus importantes en termes de répression, de violence, etc. Mais les manifestations d'Alger du 1er mai sont quand même quelque chose de 45 importante. Le PPA, mouvement nationaliste révolutionnaire, euh, précurseur du FLN, était largement implanté dans les quartiers les quartiers d'Alger où il y avait des Algériens. Donc il y avait un encadrement aussi associatif, quelque chose dont on parle peu peut-être, mais au travers notamment du sport, puisque les nationalistes contrôlaient un certain nombre, par exemple, de clubs de football à Alger. Ou par exemple les scouts aussi, hein, qui étaient un relais du mouvement national. Donc il y a quand même une socialisation de nombreux acteurs de la population algéroise dans ce mouvement national avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. Donc il y a un sentiment qui se construit très très fortement. Évidemment que la guerre de libération et tout ce qui a été dit par Belaïd Aban sur la bataille d'Alger, etc., a fait que renforcer ce sentiment-là. Donc je pense il faut la réussite populaire, la mobilisation quasiment spontanée de la population algéroise, elle n'est pas si spontanée que ça. Elle s'inscrit aussi dans une longue tradition historique de politisation de la population par les milieux nationalistes, par un sentiment nationaliste Mhm. ancré dans la population sur une mobilisation qui précède le déclenchement de la révolution algérienne euh, de plusieurs décennies en fait. Mais par rapport à cette affirmation, professeur Abban, euh, quand cet historien allemand affirme que c'est une forme de bien-bien-faux politique, certainement, enfin, comme je le comprends, il parle d'une espèce de rupture complète entre le système colonial et la population algérienne. Et on peut dire que c'est la date où la rupture est complètement consommée. C'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour qu'il y ait le moindre solution en dehors de. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, oui. On peut, on- oui, bien sûr, c'est un moment de rupture. Les manifestations de décembre 1960, pour moi, n'est qu'un des moments de rupture j'allais dire, l'establishment colonial, et même la France coloniale, et la population algérienne. Pourquoi? Parce que quand il y a eu les événements du 20 août 1955, c'était déjà une rupture incisive
définitive entre les deux communautés. On ne pouvait plus imaginer que ces deux communautés qui se sont entretuées, mais il y a eu peut-être, et c'est pas peut-être, il y a eu sûrement des massacres beaucoup plus importants qu'ont subi les Algériens. En mois d'août 1955, il y a eu 12 000 morts qui ont été consignés, il n'y a jamais eu de contestation. Donc c'est un très grand moment de rupture. Alors, on peut dire aussi, on peut remonter encore plus loin, c'est le 8 mai 1945. Mhm. C'était un grand moment de rupture. Ensuite, sur le plan politique, le grand moment de rupture, ça a été la bataille d'Alger, parce que ça a véritablement servi de coup de marteau sur la tête de toutes les élites, y compris algériennes ou métropolitaines. Ça devenait d'une évidence historique que l'Algérie reprendrait sa liberté. Mhm. Après, évidemment, les événements de décembre 1960, d'abord, est-ce que véritablement c'était spontané? C'est une question à poser qu'on pourrait éventuellement développer. Deuxièmement, pour reprendre un peu ce que dit Youssef Girard, euh, est-ce que vraiment ce sont les anciennes élites nationalistes qui ont déclenché, qui ont encadré ou qui se sont soulevées? Quand on parle des scouts, scouts musulmans algériens, les SMA, etc. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, j'ai eu des témoignages directs de gens qui ont participé. D'ailleurs, j'ai appelé un ami, je voulais qu'il intervienne dans cette émission parce qu'il était dans cette manifestation. C'est un déferlement, j'allais dire, du lumpen prolétariat algérois. Les gens qui sont sortis manifester en décembre 1960, ce ne sont pas ce que j'appelle les Khafzines, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu du système colonial, ce sont les laissés pour compte, les laissés totalement pour compte de la population algérienne, ceux qui sont sortis de toute la population, la périphérie bidonvillaire d'Alger et qui n'avaient plus rien à perdre. Et la preuve, c'est qu'il y a eu parmi eux on dit des dizaines, mais probablement des centaines de morts. Voilà, c'est un moment de rupture, je suis d'accord, c'est un bien fou, mais la bataille d'Alger a été un bien fou. C'est-à-dire que sur le plan politique, il y a eu une véritable défaite politique du système colonial, Mhm. malgré qu'il ait remporté une véritable victoire sur le plan militaire. Oui, on D'accord. peut être d'accord, mais avec des nuances, avec Mhm. l'historien allemand, j'arrive difficilement à prononcer son Mhm. oui, En tout voilà. cas, ce qui est, je crois, qui est très important, et je vous redonne la parole, Monsieur Girard, c'est que ces événements ont eu lieu alors que De Gaulle était en Algérie pour défendre son projet de l'Algérie algérienne et pour laquelle donc il avait proposé un référendum sur l'idée de ce projet-là. Et donc ce déferlement populaire euh, a eu quand même un contexte quand même assez particulier, qui est la présence de Gaulle en Algérie. Et comme à l'accoutumée, donc la police et l'armée elle a réagi. Selon les statistiques récentes, il y a eu 200 morts. Et selon le bilan officiel, il y a 112 morts. Et à ces événements, donc, il y a eu la participation de ce qu'on appelle les ultras ou de ceux qui sont mordicus pour l'Algérie française et qui ont tiré sur la population. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur ce contexte-là et quelle était l'ampleur de la participation des Pieds Noirs à ces exactions, dont certains étaient justement membres du Front de l'Algérie française, le FAF. Ça L'ampleur des... s'adresse à... Allez, allez. Non, non, allez-y, Non, non, allez-y, allez-y. Non, Allez. je pense que l'ampleur des pieds noirs, c'est quelque chose de difficile à mesurer, le pourcentage de la population pieds noirs algéroise qui a été mobilisée dedans. Par contre, ce qui est sûr, ce qu'on sait voilà, ce qui est quelque chose de très connu, c'est les lynchages qu'il y a eu dans les quartiers mixtes ou les quartiers européens d'Algériens qui se sont fait lyncher par la population européenne. Ça, c'est quelque chose qui est connu.
et qui montrait justement le degré de haine coloniale de gens qui étaient en perdition, qui savaient très bien que leur monde, le monde dans lequel ils étaient, pour reprendre un terme, la race des seigneurs, ils avaient les privilèges de la blancheur, de l'européanité, de tout ça, étaient en train de s'effondrer et qu'ils allaient perdre tous leurs privilèges de colons en fait. Et ça, pour eux, évidemment, c'était totalement inacceptable. Ils voulaient rester vivre à égalité avec les Algériens. C'était perdre un statut. C'était perdre tous leurs privilèges coloniaux. Et ça, il y a une très grande violence dans la population pied noir qui a perdu ses privilèges. Et cette population, elle va, une fois arrivée en France, va comment dire, réimporter ce, cette dimension coloniale en France, puisqu'on sait aujourd'hui que l'une des bases de l'extrême droite française, c'est cette population de rapatriés d'Algérie qui a grandi dans cette idée de supériorité raciale vis-à-vis des Algériens et plus largement des Maghrébins, qui est quasiment un constituant culturel de leur socialisation en tant que colons, en fait. D'accord. Et Monsieur Aban, que pensez-vous de ceux qui disent, enfin, de l'idée qui fait état d'une ressemblance entre ce qui s'est passé à Alger le 11 décembre 60 et et les événements du 17 octobre 1961 à Paris. Et cette ressemblance dans les pratiques répressives contre-insurrectionnelles ou contre-révolutionnaires, et à votre avis, est-ce que ça préfigurait le plan que Maurice Papon a appliqué justement dans les événements du 17 octobre 61 à Paris? Hmm. Euh, En fait, il y a un parallèle à faire des deux côtés. D'accord. D'abord, du côté algérien, on, on ne pouvait plus imaginer poursuivre la lutte et remporter une victoire militaire sur l'armée coloniale. C'était une chose impensable. L'armée Laïlène était complètement laminée. Donc, l'idée, c'était qu'il fallait faire prendre le relais de la lutte par de larges mouvements populaires pour montrer aux yeux du monde que le peuple était uni derrière ses dirigeants, derrière les dirigeants du FLN, et qu'il y avait une légitimité à revendiquer l'indépendance et la libération nationale de la part d'une nation qui l'avait subjuguée depuis 130 ans. C'était ça le cœur du problème. Le FLN voulait montrer que le peuple était uni, que le peuple algérien était une nation qui obéit au mot d'ordre de ses dirigeants. Ça a été fait à Alger. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a eu des ordres donnés par le FLN, que c'était discrètement encadré par ce qui restait de l'appareil FLN à Alger, mais que là aussi, il y a eu un quiproquo. Mais je reviendrai sur ça. Mhm. Donc, la suite logique, c'est les événements, c'est les manifestations d'octobre, du 17 octobre 1961 à Paris. C'est-à-dire, ça s'est passé à Alger, il fallait refaire le même coup, même si ce n'était pas tout à fait le contexte historique, puisque les choses avaient largement évolué. Donc, il fallait redémontrer que les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou qu'ils soient en France, étaient derrière leurs dirigeants et que le peuple algérien se comporte comme une nation face à une autre nation qui l'a subjugué. Ça, c'est du côté FLN. Du Mhm. côté du système colonial, ce n'est pas le plan, ce n'est pas la poursuite du plan de décembre 1960. Ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'un colonisé prétend avoir des droits, il y a une réponse très, très violente de la part du système colonial. Pourquoi? Parce que c'est une, ça a été un réflexe dans leur tête. Youssef Girard le disait tout à l'heure,
c'est le privilège colonial développé d'ailleurs par ce philosophe d'origine tunisienne, qui est Albert Memmi, le privilège colonial. On ne pouvait pas imaginer être un pied noir, pas seulement parce que Youssef Zia disait colon. La population européenne d'Algérie n'était pas tous des colons. Moi, je pars du concierge d'origine européenne, maltais ou espagnol ou français ou alsacien. Ce concierge-là se considérait plus important, se considérait supérieur à un avocat algérien ou à un professeur algérien. Donc il y avait un privilège colonial et la population européenne d'Algérie ne pouvait pas s'imaginer descendre du haut du pavé. Elle devait toujours tenir le haut du pavé. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé à Paris en octobre, ce qui s'est passé à Alger, ce qui s'est passé à Sétif, ce qui s'est passé dans les grottes du Bahreïn, etc. Tout ça, c'est dans la même logique. L'indigène est une race inférieure et il ne peut pas prétendre avoir des droits et surtout pas refuser les valeurs des lumières qu'on lui apporte. Ça, l'indigène était considéré presque comme une matière organique sans affect. C'est-à-dire on peut le brimer, on peut le tuer, on peut le, comme disait tout à l'heure Youssef Gérard, on peut le lyncher. C'est une vision chosifiante, réifiante de l'indigène. C'est pas moi qui le dis. Aimé Césaire avait développé cette approche-là. Je vais vous redonner la parole tout de suite, Monsieur Gérard. Vous pouvez compléter si vous savez, vous pouvez rebondir si vous voulez. Mais avant, j'aimerais juste vous poser la question qui continue, donc pour ne pas perdre le fil de l'enchaînement. C'est donc sur les causes de ces manifestations du 11 décembre 60. Il y a certains qui avancent l'hypothèse que ce sont les services de la police ou de l'armée français qui étaient favorables à la politique du général de Gaulle et désireux de contrer le mouvement Pieds Noirs qui créa plus tard l'organisation de l'armée secrète, l'OS, ont favorisé ces manifestations algériennes. Donc, et d'autres disent que, comme l'a développé Monsieur Aban, c'est le FLN lui-même qui a donc encadré dans le temps, et après que la résistance armée interne a été laminée après la constitution de la ligne Charles et Maurice. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'était juste une précision par rapport à ce que dit Belaïd Aban. Quand il a dit oui, Youssef Girard parle des colons. Moi, quand je parle des colons, en fait, c'est pas simplement les grands propriétaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est aussi le petit ouvrier. Amer Rieder a écrit des merveilleuses mémoires où il explique comment des colons espagnols qui étaient un contremaître sur des vignes, par exemple, devenaient en quelques semaines après être débarqués en Algérie alors qu'ils parlaient à peine français, des gens remplis d'orgueil se pensant supérieurs à tous les Algériens, juste par le fait qu'ils étaient d'extraction européenne, ou en tous les cas qu'ils le pensaient. C'était juste la précision que je voulais donner, parce qu'en fait, nous sommes derrière les petites nuances de mots, nous sommes totalement d'accord sur le constat. Moi, je crois que il y a deux choses. Il y a le sentiment national qui est, enfin, moi l'idée que la police française puisse, en claquant des doigts, faire descendre des centaines de milliers, des centaines, des dizaines de milliers d'Algériens dans les rues, sans qu'il y ait un sentiment nationaliste derrière, qu'il suffirait de manipuler les gens et qu'ils descendent dans les rues. J'y crois pas, ça tient pas la route. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Par contre, il y a deux choses. Il y a effectivement ce que disait Belaïd Aban, donc un FLN qui était amoindri à Alger, mais qui continuait à avoir des réseaux. On le sait aujourd'hui par témoignage que ces réseaux ont été présents pendant les manifestations de décembre 1960. Et il y a ce que j'évoquais avant, c'est l'idée nationaliste qui avait largement infusé depuis un temps long au sein des masses algériennes. C'est-à-dire que l'idée nationaliste, l'idée que l'Algérie puisse être un État indépendant, ça c'était déjà acquis en fait. Si on fait ne serait-ce que par exemple
une carte électorale, hein, comment dire, des élections en Algérie dans les années 40-50. Bon, à partir des élections de 48, elles sont trafiquées, mais elles sont pas trafiquées partout. Justement, à Alger, c'est plus compliqué de les trafiquer parce qu'il y a un contrôle qui est beaucoup plus fort. Ces élections-là, au sein du second collège, comme c'était appelé, les forces nationalistes sont largement dominatrices. Donc l'idée d'indépendance, elle est déjà là, elle est déjà présente, elle est déjà largement infusée dans la population. Donc oui, il y a eu un encadrement FLN, mais il y a aussi cet encadrement, il prend sur une population qui est déjà largement acquise aux idées nationalistes, qui est largement acquise à l'idée d'indépendance. D'accord. Alors, dans ce contexte, Monsieur Abban, euh, le- le- ces événements qui interviennent alors que la résistance est amoindrie, est-ce que vous pensez que par ça, le FLN a repris du poil de la bête et il a gagné une bataille politique au moins décisive qui va ouvrir après la route vers l'internationalisation de la question algérienne? Oui, 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 oui. Comme je le disais tout à l'heure, l'internationalisation était déjà depuis 55 avec l'évocation très timide à Bandung, ensuite la bataille d'Alger, qui a aussi posé le problème de manière très timide, certes, à l'ONU. Donc, ça, c'est j'allais le largage des amarres du bateau Algérie était déjà fait. C'est-à-dire que au Congrès de la Soumam, on parle de l'Algérie. L'hymne national a été commandé en 1900, début 1956. Donc, dans l'idée des nationalistes algériens, et je reprendrai aussi Youssef Girard, qui se base sur les élections remportées par l'UNTLD, moi je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu cette période-là. Enfant, l'idée nationale, l'idée d'indépendance était omniprésente dans la tête des gens quelles que soient les couches sociales. Il y en avait qui n'osaient pas le proclamer ouvertement parce qu'ils faisaient partie de ce qu'on appelle les élites, c'était très timide. D'ailleurs, dans mon roman, j'évoque beaucoup tous ces aspects-là. L'idée nationale est ancrée en chacun. Sauf qu'effectivement, il y a des franges de la population qui n'avaient pas senti le vent de l'histoire et qui ont, par exemple, comme je dirais les supplétifs, je ne veux pas employer le mot employé habituellement, les supplétifs, par misère ou par vengeance, se sont dressés contre leurs propres frères. Sinon, de manière générale, les gens attendaient le maître de l'heure. Et le maître de l'heure était arrivé en 54. On a cru qu'il était arrivé en 1945, en 1937 avec l'arrivée de Messali, mais les gens attendaient le maître de l'heure. Donc l'idée que l'Algérie allait se libérer, allait se débarrasser de quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui n'a pas la même religion, qui a conquis le pays par la force, cette idée-là était omniprésente partout, y compris chez les enfants dont je faisais partie, moi-même à l'époque. Donc, ce n'est pas une question de technique électorale. Ça c'était vraiment très, très, très présent dans la population. Voilà, ça c'était un point. Donc, ces populations qui sont en marge des villes ont déferlé sur les quartiers européens. Et on peut dire même que la réaction brutale de la police coloniale, c'est une réaction de panique. C'est dans n'importe quel pays, même actuellement, quand on voit le peuple se soulever, la réaction, c'est d'aller le neutraliser, c'est d'aller tirer. Alors, pour la question, oui, alors, donc, je suis d'accord avec Youssef Girard quand il dit sentiment national qui a prévalu dans le soulèvement de ces populations. On est parfaitement d'accord. Je suis d'accord également, je l'avais dit d'ailleurs avant lui, que l'encadrement et puis les petites impulsions, les manœuvres de profondeur, c'était ce qui restait des réseaux FLN d'Alger. Il y a la troisième question, c'est pour ça que je parlais d'un quiproquo. De Gaulle est arrivé en Algérie, il a dit Algérie algérienne. C'est-à-dire, il propose en fait quelque chose d'un peu plus avancé que la paix des braves. C'est-à-dire, on va faire une Algérie algérienne. Oh, il ne faut pas oublier que De Gaulle a donné des indépendances aux Africains
Oui, oui, des indépendances totalement fictives, et De Gaulle, dans son idée, probablement, que oui. les Algériens seraient indépendants, mais s'ils doivent être indépendants, autant que ce soit une Algérie comme nous la voudrions, c'est-à-dire une Algérie dans une vision néocoloniale. Le FLN, bien sûr, ne pouvait pas accepter ça, et puis même, voilà le quiproquo, la population européenne n'accepte pas l'Algérie algérienne. La population européenne, ce qu'elle voulait, c'est le maintien du statu quo, c'est-à-dire Algérie française. Oui. Donc, ça a intervenu dans une population qui était très chauffée depuis très longtemps sur le plan nationaliste, mais il y a également, ça c'est mon ami qui a assisté, il m'a dit, ça c'est un témoignage, ça vaut juste Mhm. comme témoignage, il a dit, nous avons été touchés par des gens qui sont venus de l'administration coloniale, c'est-à-dire pour nous encourager à aller manifester en faveur de Gaulle, en D'accord. faveur de De Gaulle. Voilà. Bah, Ça, c'est voilà, je ne sais pas s'il faut le prendre en compte, c'est ouais. un simple témoignage. Mais ça c'est déjà dit. Bien. Donc là, on arrive au terme de la première partie de notre entretien. Est-ce que vous avez, je vous laisse le dernier mot, Monsieur Girard. Si vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement, hein. J'écoute attentivement le témoignage de Belaïd Daban sur ses souvenirs de jeunesse qui sont toujours intéressants. D'enfance, Youssef Gérard, D'enfance, d'enfance. excusez-moi, Oui, oui. excusez-moi, d'enfance. Si j'avais été jeune, je serais probablement mort parce que j'aurais pris le maquis, vous voyez. D'accord. À tout de D'enfance, suite. Donc, d'enfance. messieurs, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission. Monsieur Aban, Monsieur Gérard, je vous resalue et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. La première question, elle est pour vous, Monsieur Gérard. Donc, le 5 décembre 1960, l'ONU inscrit dans ses travaux, lors de la session de l'Assemblée générale, la question algérienne. En France, au même moment, l'Assemblée nationale inscrit à l'ordre du jour entre le 7 et le 8 décembre aussi la question algérienne, mais pour dire que c'est une question interne et qu'elle n'avait pas à être traitée au sein des institutions internationales. Et dans la même lignée, donc elle propose un référendum pour le 8 janvier concernant la question de l'Algérie algérienne. Donc, les manifestations de 11 décembre 60, en quelque sorte, elles ont fait, ou du moins psychologiquement ou politiquement, elles ont fait capoter un peu toute cette décision. Donc, comment le GPRA, à votre avis, représenté par Karim Belkacem, Mohamed Sadiq Ben Yahya, Saad Dahleb et autres, ont utilisé ces événements pour sensibiliser l'opinion internationale et les chefs d'État comme Tito, Nero, Khrouchtchev et Macmillan. Je- Sur un certain nombre de ces chefs d'État, je pense que déjà, il y en a beaucoup qui étaient des soutiens au FLN, qui étaient entre guillemets acquis à la cause de l'indépendance de l'Algérie, hein, que ça soit Nasser, que ça soit Tito, les Nehru, les grands chefs d'État du tiers-monde qui avaient accueilli le FLN à Bandung, qui avaient soutenu la lutte d'indépendance, qui avaient fourni des armes, qui avaient fourni pour la Yougoslavie du matériel culturel, puisqu'on sait qu'une grande partie des films qui ont été réalisés sur sur les armes, enfin sur la LN ont été faits par des cinéastes yougoslaves. Ça, c'était des gens qui étaient acquis. C'est plutôt sur les pays qui étaient hésitants, les pays qui étaient alliés de la France, que les manifestations permettaient de montrer la réalité du sentiment des Algériens, de la réalité de la volonté des Algériens, qu'elles montraient justement l'échec de parler de son dont Belaïd Aban a parlé précédemment, c'est-à-dire l'idée que va développer De Gaulle de l'Algérie algérienne, qui est quelque chose qui reprend en fait, hein, faut pas, voilà, c'est quelque chose qui reprend de Torres. C'est une idéologie qui est reprise du Parti communiste français, qui à la fin des années 30
bascule de l'idée d'autodétermination à l'idée que l'Algérie serait une nation en formation. Euh, on ne sait pas exactement quand elle serait totalement formée, que ça serait le mélange de 20 races. On ne sait pas exactement ce que veut dire ces 20 races, mais bon, en tous les cas, ça mélangeait les colons et les colonisés, comme si il y avait pas, comme si on pouvait effacer la colonisation, les mécanismes de domination coloniale, les privilèges coloniaux dont on a déjà parlé, pour fonder une nouvelle nation qui ne serait ni l'Algérie héritière de comment dire, qui ne serait pas l'Algérie héritière de l'histoire précoloniale, qui serait quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, fondé par justement ce mélange de vin. De Gaulle reprend cette idée-là contre l'idée du FLN d'une Algérie indépendante, euh, avec un ancrage civilisationnel dans le monde arabo-musulman, puisque c'est comme ça que c'est formulé dans la déclaration du 1er novembre, hein, d'unité perspective d'unité maghrébine au sein d'un cadre plus général arabo-musulman. C'est comme ça que c'est décrit. Et donc le 17 octobre, la population manifeste aussi avec ces idées-là en tête. On peut retrouver hein, sur Internet, il y a des photos, par exemple, on voit des, 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 des graffitis politiques de l'époque où ces slogans du FLN sont repris pour être inscrits sur les murs d'Alger. D'accord. Et Monsieur Aban, les événements du 11 décembre, bien que c'est vrai, la révolution algérienne était présente sur la scène internationale depuis Ben Dong, mais quand même, c'est-à-dire que sur au moins, comme disait Monsieur Girard, dans les pays qui étaient des soutiens de la France, on peut citer ceux au moins qui sont dans l'OTAN, ces événements ont quand même fait éclater l'aspect de la revendication populaire, pas le FLN ou l'ALN, mais populaire pour une Algérie indépendante. Oui, oui, oui. Euh, ce qu'il faut savoir et faut dire, c'est que le FLN, bien avant la naissance du GPRA, Mhm. le FLN avait des représentations partout, bien sûr dans le monde arabe, et l'un des axes prioritaires du FLN, y compris d'ailleurs pour la création d'une centrale syndicale, c'était de séduire le monde occidental qui était censé apporter son soutien à la France, puisque la France faisait partie de l'OTAN. Et de fait, la France a été considérablement aidée par le système otanien. Quand on parle des armes qui ont été utilisées pendant la guerre d'Algérie, les bananes Sikorsky Mirotor, les GMC, tout ce matériel-là était un matériel de l'OTAN. Mhm. Donc, les Algériens avaient à cœur non pas de séduire ceux qui sont déjà de son côté, c'est-à-dire le monde arabe, le monde des pays de l'Est, le monde communiste, la Chine, etc. Quoique, du côté de l'URSS à l'époque, il faut le dire aussi, le soutien était très, très timide. Donc, le FLN, avant le GPRA et puis après le GPRA, il avait à cœur d'aller séduire toutes les sphères d'influence plutôt occidentales. Ça a marché dans les opinions publiques, ça a très bien marché dans les opinions publiques, y compris en Europe occidentale. Ça a marché dans un certain nombre de partis politiques, notamment les partis politiques de gauche. Ça a marché aux États-Unis, puisque un sénateur démocrate, John Fitzgerald Kennedy, a pris position ouvertement en tant que sénateur pour l'indépendance de l'Algérie. Mais effectivement, les gouvernements étaient encore très timides pour apporter un soutien j'allais dire, un soutien évident, patent, inconditionnel à la cause de l'indépendance algérienne. Donc, le travail du GPRA, c'était c'était quelque chose qui venait déjà sur un terrain qui était largement maillé par le FLN. Il y avait des représentations partout, en Orient, dans les pays de l'Est, pour reprendre la Yougoslavie.
C'est vrai, sur le plan culturel, les Yougoslaves ont beaucoup aidé. Mais ils ont aidé aussi, et je pense même surtout, sur la logistique en matière de blessés de guerre. Beaucoup ont été soignés, beaucoup de blessés de la LN ont été soignés en Yougoslavie. Beaucoup de matériel médical venait de Yougoslavie. Des médecins algériens étaient formés, ça je suis assez bien placé pour en parler puisque j'en connais un certain nombre, ont été formés en Yougoslavie. Donc il y a eu un Vous apport formez en considérable Yougoslavie pendant la Révolution, hein? pendant la Révolution, absolument, Ouais. pendant la Révolution. Mhm. Voilà, donc euh, c'est pas les événements de décembre 1960, ce n'est pas le début de quelque chose. J'allais dire, L'aboutissement. c'est la suite logique, même pas l'aboutissement, on va encore avoir d'autres événements. C'est la suite logique de tout ce qui s'était passé et cette victoire politique, c'était une étape décisive de plus dans dans la concrétisation de l'idée d'indépendance algérienne et de libération nationale. Donc, c'était pas un point de départ, c'est une étape importante, très importante dans le cheminement politique de l'entité algérienne. D'accord. Et je reprends, donc je rebondis par rapport à ce que M. Aban a dit sur le soutien timide de l'URSS ou de la direction du Parti communiste à la révolution algérienne. Mais après les événements du 11 décembre 60 et l'adoption le 5 décembre 60 à l'ONU de la résolution inscrivant la question algérienne à l'ordre du jour. Dans ce contexte-là, Nikita Khrouchtchev, qui a assisté à l'ouverture officielle de l'Assemblée générale, avait reçu Karim Belkacem, le chef de la délégation algérienne, et j'ai trouvé sa citation. Il disait: vous avez notre soutien, la question de la reconnaissance aura une solution. Donc, c'était une fin de citation. C'était ce que Khrouchtchev a dit à Karim Belkacem. Alors, pourquoi justement, à votre avis, il y avait eu cette timidité dans le soutien par rapport à la révolution algérienne? Et est-ce que c'est une volte-face, un revirement après les événements du 11 décembre a amené l'Union soviétique à s'impliquer un peu plus et ouvrir la voie à l'indépendance? Qu'en pensez-vous? Si Youssef permet, je peux juste Oui, faire une petite nuance. Il y a une différence fondamentale entre une prise de position publique pour dire je soutiens, je condamne, et une prise de position, j'allais dire confidentielle, au cours d'un entretien. Donc, c'est pas un véritable revirement. La preuve, c'est que pour la reconnaissance de la République algérienne, il va encore mettre un certain retard. Ça, on le sait très bien. Donc voilà, c'était ces petites nuances qu'il faut toujours différencier entre une prise de position publique qui est par définition publique, donc elle engage un gouvernement, et une prise de position dans un entretien intimiste entre deux chefs de gouvernement, deux chefs d'État, deux chefs de délégation. Voilà, pardon Youssef, allez-y, hein. mais, pas de mais souci. quand même, c'est-à-dire le contexte international, moi, personnellement, j'aimerais bien comprendre pourquoi il n'y a pas eu, alors que l'Union soviétique se disait soutenir tous les mouvements révolutionnaires dans le monde, mais apparemment, ça n'a pas été le cas vraiment pour On, le. on- on sait très bien qu'il y a un conflit euh, long entre les nationalistes algériens, le Parti communiste français et ce qui va devenir à partir de 36 le Parti communiste algérien. Le Parti communiste français et derrière lui l'Internationale communiste, donc dirigé depuis Moscou, voulait dès le début des années 20 contrôler les nationalistes algériens et les inscrire dans l'idée de l'internationale communiste. Ce qui a été refusé par l'Étoile noire africaine, qui a entraîné un conflit long avec le mouvement communiste international de, de, de,
qui a abouti à des événements durs, hein, comme la dissolution, par exemple, de l'Étoile nord-africaine en 1937, hein, le 26 janvier 37, qui est appuyé par le PCF, hein, cette dissolution qui est prononcée par le gouvernement du Front populaire, qui est appuyé par le PCF, euh, qui va aboutir aussi à la participation et au soutien du PCF au massacre de mai 1945. Donc, il y a une histoire longue de conflits entre, d'un côté, les nationalistes algériens et l'appareil communiste français, euh, où il y a une divergence profonde, il y a une volonté aussi d'indépendance idéologique des nationalistes algériens, c'est-à-dire que dire Marx, pourquoi pas, s'aligner idéologiquement sur l'IRSS, c'était pas possible. Donc là, il y a un conflit dur et long qui explique aussi que pendant notamment les premières années de la révolution algérienne, enfin, jusqu'au tard, hein, au début des années 60, il y ait une attitude très distanciée parce que le FLN n'est pas un mouvement qui appartient à l'international communiste. Pour l'URSS et même pour les communistes français, c'était entre guillemets beaucoup plus aisé de soutenir Ho Chi Minh et les Vietnamiens parce que Ho Chi Minh avait ce passé de communiste, etc., qu'il était idéologiquement, même s'il pouvait il y a eu des conflits hein, entre Ho Chi Minh et la direction communiste, mais il était idéologiquement acceptable, contrairement au mouvement national algérien, qui l'était beaucoup moins parce qu'il y avait des références qui n'étaient pas du tout celles, des communistes. Et donc là, il y a effectivement une dissociation. Alors après, Khrouchtchev a essayé d'avoir comment dire, une position plus tiers-mondiste en voyant le Bandung, Belgrade, etc. Il a essayé de réorienter la politique de l'URSS, mais c'est quelque chose qui n'est pas il y a un conflit entre le mouvement communiste et le mouvement nationaliste algérien, mais comme il y a un conflit plus généralement entre le mouvement communiste international et les mouvements de libération nationale, que on pourrait reprendre par exemple en Afrique subsaharienne, des conflits de même type sont apparus. D'accord. Mais, Monsieur Abban, mais néanmoins, euh, Kamal, si vous le permettez, je vais juste oui, aller je vais dans le vous sens laisser, de. je vais vous Ouais. laisser on Ouais, va sinon, continuer. je perds le fil de mon idée. C'est Allez-y, juste allez-y, allez-y, juste allez-y, très rapidement, allez-y. pour un peu abonder dans le sens de Youssef Girard. En fait, de manière très schématique, les Algériens, les nationalistes algériens, ils disent nous, ce qui importe pour nous, ce n'est pas l'émancipation sociale. Ce n'est pas ce n'est pas ce que préconisent les partis communistes, c'est-à-dire amener la classe ouvrière au pouvoir. Ce qui importe pour nous, c'est l'émancipation nationale. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'émancipation sociale. Nous voulons déjà nous libérer notre nation de l'emprise coloniale. Et c'est pour ça il y a toujours eu entre le Parti communiste qui préconisait la priorité de la libération sociale. On va libérer tous les travailleurs. Et les Algériens disaient, nous, on va se libérer d'abord en tant que nation, ensuite on verra en tant que classe ouvrière. Voilà un peu la base du différent entre le nationaliste algérien et les communistes, et par ricochet avec l'URSS et l'international. Non, mais durant la Révolution, ou du moins dès le début, la France accusait justement l'Union soviétique d'être derrière la Révolution algérienne. Et si je comprends ce que vous avez dit, donc c'est la Révolution algérienne, comme disait Boudiaf une fois où j'ai lu l'une de ses euh, déclaration sur le début de la Révolution, il a dit que ce n'était ni nassérien, ni soviétique, ni rien du tout, mais le mouvement national algérien est né lorsque Messali a pris une poignée de terre au stade de Boulourine à Alger et avait dit que cette terre n'est pas à vendre. Le mouvement national est né ce jour-là et qu'il est authentiquement algérien sans aucune influence étrangère.
Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? voilà, pour reprendre déjà, pour répondre déjà à votre première appréciation en ce qui concerne les accusations portées par l'establishment colonial contre la révolution algérienne, comme quoi elle serait téléguidée par l'Union soviétique. Ça, moi, j'ai pas lu ça, j'ai pas entendu ça. C'est pas du tout les reproches qu'on faisait à la révolution algérienne. Les reproches qu'on lui faisait, c'était le fanatisme religieux et c'était, comme dirait Camus, je cite Camus, l'impérialisme arabe, c'est-à-dire en fait la main étrangère nassérienne. Voilà Mhm. les principales accusations. À mon avis, je ne sais pas, peut-être que Youssef pourrait l'expliquer mieux que moi. À mon avis, jamais on a parlé des communistes, mais ça, c'est pas l'idéologie coloniale dominante d'accuser la révolution algérienne d'être téléguidée par les communistes. Oui, mais pas l'Union soviétique. C'est possible, puisque le Parti communiste algérien a fini par rejoindre, enfin l'appareil du Parti communiste algérien a fini par rejoindre avec armes et bagages le FLN, à titre individuel. Mais ce n'était pas l'idéologie communiste qui a prévalu dans les maquis. La preuve, c'est que beaucoup de communistes, les pauvres, ils l'ont payé de leur vie. Donc, c'est pas du tout Mhm. les communistes n'ont rien à voir avec la révolution algérienne. Voilà, donc on ne peut pas dire ça. Pour la suite de la question, voilà, donc j'ai perdu le fil. C'était La déclaration de Messali quand il a pris une poignée de sable oui, dans sa oui, oui, main. Boudiaf, il a schématisé un petit peu, mais le nationalisme algérien a commencé, on peut dire, au début du XXe siècle, c'est-à-dire très timidement, parce qu'il était interdit pour les Algériens de faire de la politique, c'était quelque chose de très difficile. Ensuite, il y a aussi, faut dire aussi que les Algériens venaient de sortir d'une longue période de deuil et de grande souffrance, pour reprendre la formule de Marie Scondé. Le 19e siècle a été quelque chose, c'était une véritable hécatombe. Le peuple algérien n'a retrouvé son niveau de population qu'en 1954. Quoi qu'on dise, le peuple algérien était totalement laminé. Donc, le nationalisme renaît de ses cendres au début des années 20 avec des associations, les jeunes Algériens, et puis progressivement les élus, et puis le Congrès musulman, et puis bien entendu, quelques années auparavant, l'étoile nord-africaine, et puis après le PPA, les autres partis, l'UDMA, et puis bien entendu, l'étape décisive, c'était l'après 1945, c'est-à-dire les AML. Les AML qui ont été une véritable champignon atomique nationaliste qui a préparé d'ailleurs 1954. Voilà. Donc, la schématisation de Boudiaf, dire que ça c'est né en 37, lorsque Messali a pris une poignée de terre, ça a été un geste symbolique très fort. On est tout à fait d'accord. Mais ça n'a pas commencé en 37. D'accord. Il y a un bruit de fond là, il y a un bruit de fond, je ne sais pas qui dérange un petit peu. Donc, Oui. Monsieur Gérard, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Non, sa question? c'est pour compléter ce que dit Belaïd Abad. Euh, oui, effectivement, il y a un 19e siècle où il faut donner des chiffres. Il y a entre un tiers et 58% de la population algérienne qui disparaît entre 1830, le début de la conquête, et 1871. Donc on est dans une conquête génocidaire avec une population qui est décimée en très grand nombre, hein. Quand on a des chiffres comme ça, entre un tiers et 58% de la population, on est face à une conquête génocidaire. Il faut employer les mots. Et donc, effectivement, la population algérienne, elle sort exsangue de cette période de conquête, de spoliation des terres, etc., etc. Euh, mais moi, je pense que le nationalisme algérien n'est pas seulement dans des années 20, il est issu en premier lieu de la résistance qu'il y a au 19e siècle, de celle de l'émir Abdelkader, de celle de Lala Fatma, Nsoumer en Kabylie, de Cheikh El Mokrani, etc., de tous ces mouvements de résistance
la population connaissait ces mouvements de résistance. Elle avait eu des témoignages. Hein, si on lit par exemple les mémoires des nationalistes, ils racontent très bien comment dans leurs familles respectives, on rappelait le souvenir de telle insurrection, de telle spoliation de terre, comment la famille avait perdu telle ou telle parcelle, comment ils avaient vu on avait le souvenir d'un ancêtre qui avait été traité comme ci ou comme ça, comment on avait fui telle ville, etc., etc. Donc la résistance, la société algérienne, euh, c'est Abdel Alaoui qui utilise le terme pour parler du Maroc. Il dit le Maroc n'était pas un château de cartes qui s'est effondré avec la conquête et qui on a dû rebâtir après. La société algérienne, on pourrait reprendre la même image. C'est pas un château de sable qui s'est effondré. Il y avait une tradition de résistance, d'opposition à la colonisation dans la population, dans les masses paysannes, dans la population urbaine, qui s'est transmise notamment par la tradition orale euh, dans les familles. Euh, Encore une fois, si on lit les mémoires des militants nationalistes, le rôle des femmes, des mères ou des grands-mères pour transmettre ces traditions-là, c'est aussi la sève du mouvement nationaliste. Pourquoi le mouvement nationaliste prend et réussit? C'est parce qu'il y a aussi ce soubassement culturel extrêmement fort, une tradition de résistance culturelle, d'opposition à la colonisation. Et donc le nationalisme algérien, à mon avis, hein, c'est ce que j'ai développé dans ma thèse de doctorat, naît de ça aussi, comment dire, de cet héritage-là et ce qui permet effectivement, après tout ce qu'a dit Belaïd Aban, dans les années 20, la constitution de différentes organisations, les jeunes Algériens, euh, le, le, l'Étoile nord-africaine, l'association des oulémas sur une autre dimension plus culturelle et plus religieuse, moins politique. Mais toute cette émulation nationaliste, nationale ou nationaliste, qu'elle soit culturelle, politique ou autre, les journaux aussi pourrait parler de la presse, il y a toute une activité de journaux qui se met en place, que ce soit en langue française ou en langue arabe, qui est ce soubassement du mouvement national. D'accord. Ben, je vous remercie. Et donc, on arrive à la dernière question de cette deuxième partie. C'est par rapport à l'enseignement de la symbolique et de la teneur historique de ces événements. On n'a pas l'impression que la jeunesse actuelle ait quand même une connaissance assez fournie sur ces événements, comme ceux du 17 octobre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Abban? Ah oui, Est-ce tout que à parce fait. que parce que en général, la jeunesse, ils savent quand est-ce que la révolution a commencé. Ils savent que l'indépendance a eu lieu le 5 juillet 62, mais c'est toute l'historiographie, comment elle s'est développée pour arriver justement à ces deux dates-là. Et je rajouterai pour ces événements, ou ceux du 17 octobre ou d'autres. Ouais, ouais, ouais. C'est un constat très amer qu'on peut faire hein, parce que c'est pas seulement la jeunesse d'ailleurs, hein. C'est pas seulement la jeunesse, on est presque retombé dans une sorte de page blanche. On a reproché au colonialisme d'avoir fait de l'histoire millénaire de l'Afrique du Nord et notamment de cette partie qui est l'Algérie, d'en avoir fait une page blanche, à force d'avoir effacé tout le passé pour dire que tout a commencé sur une terra nullius, comme on dit. Eh bien, on est presque retombé le même, dans le même, dans la même vision. Il y a l'histoire, là, je parle surtout de la jeunesse, effectivement. L'histoire de la guerre de libération est quelque chose de complètement scotomisé, pour utiliser un terme médical. C'est une tache noire. On ne peut plus entendre parler de ça. C'est vrai que la population algérienne a été de tout temps brutalisée à l'époque coloniale. Ensuite, par la suite, il y a eu aussi les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Il y a eu des formes de brutalisation.
Et donc, on en arrive presque à une sorte de vie végétative, survivre. Voilà pourquoi. Et puis, il y a des problèmes tellement urgents, tellement présents, tellement imminents que la connaissance de l'histoire, ces commémorations épisodiques Ouais, ouais. du 1945, qui sont d'ailleurs Mais ce qui est décembre 60, ce qui 17 est, octobre, qui sont récupérés d'ailleurs idéologiquement ouais. par des systèmes politiques en mal de légitimation. Et donc, c'est presque contre-productif par rapport à la jeunesse, parce que elle se dit, si c'est en vertu de cela voilà, qu'on subit un tel sort, peut-être qu'il faut peut-être rejeter tout ça. Mais c'est aussi le système éducatif. L'école ne joue pas son rôle dans l'enseignement de cette Elle joue histoire-là. parfaitement son rôle, mais dans une optique historiographique, Ouais. c'est-à-dire l'histoire telle que le veut l'homme fort du moment, le dirigeant du moment. Ça, il faut le reconnaître aussi. Parce Mm. que si on parle du colonialisme, il faut parler aussi des travers de systèmes post-indépendance. C'est Mhm. ça. Si on fait un travail de mémoire pour que la France reconnaisse toutes les bases besoins qu'ont subi les Algériens pendant la colonisation, pendant la garde libération, il faut qu'on fasse un travail de mémoire aussi du côté algérien. Voilà. Si vous le permettez, je reprendrai juste euh, un mot de Youssef Girard. Il parlait tout à l'heure il fait remonter le nationalisme algérien au XIXe siècle. On peut le dire comme ça. Quand moi je parle de l'idée nationale, c'est-à-dire l'idée de prétendre à une existence nationale, une nation formée presque en image contre-symétrique de la nation française. Ça, cette idée-là, c'est plutôt une idée du XXe siècle, portée d'ailleurs par des élites instruites à, À à, l'école française. à l'école française, aux valeurs de la République française. Mhm. Ce dont parle Youssef Virard au XIXe siècle, c'est plutôt ce qu'on appelle le patriotisme terrien, c'est-à-dire l'amour de la terre, la défense de la terre. L'idée nationale, à l'époque, n'était pas véritablement, d'autant que les nations n'existaient pas. Il faut reconnaître qu'en 1871, la nation allemande n'existait pas encore. Elle va naître de la victoire de Sedan. La nation italienne non plus. Donc cette idée de nation, au XIXe siècle, ce n'était pas quelque chose de très clair, et a fortiori pour un pays qui a subi l'écrasement comme l'avaient subi l'Algérie et les Algériens. Bon. Pardon Ben. d'avoir pris un peu de Voilà, temps. le dernier Juste mot est à vous, Monsieur Girard, et nous allons conclure. Ben, une allez-y. précision. Je parlais pas de l'idée de nation, je parlais de l'idée de résistance nationale. L'idée de résistance nationale, euh, à mon avis, se fonde là-dessus. Ça ne veut pas dire que l'idée de nation, d'État-nation, avec des institutions, effectivement, etc., telles que vous le décrivez, est pensée dans ces termes-là par les résistants du 19e. Enfin, faut qu'on fasse la différence entre l'idée de nation avec des institutions, des mécanismes, etc., tels que l'État algérien pourrait fonctionner aujourd'hui, et, euh, et l'idée de résistance nationale, l'idée de ce qu'on pourrait appeler, ce que vous appelez le palestrisme terrien ou patriotisme rural, de défense de la terre, etc. Ça, ça permet d'ancrer l'idée nationale de l'État-nation. Mais c'est pas exact. Voilà, pour préciser, dans mon esprit, c'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, juste un petit mot pour Kabyle qui comprend le kabyle, les gens allaient se soulever pour la terre des ancêtres. Echel Ouais. el-Jdoud. Michel, Echel el-Jdoud. C'est pas pour que nous formions une ouais, ouais, nation à l'époque, c'était Echel el-Jdoud, la ouais, terre des ancêtres. ouais, Voilà, pardon. Mais je crois que nos approches se complètent et ouais. on est tout à fait d'accord, hein. D'accord. Ben alors, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté
de nous accorder cet entretien et merci pour ce débat passionnant et très riche. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion, si vous le souhaitez, bien sûr. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Ouais. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.